Bonjour Rod, Bonjour Aurélia. comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, je te remercie. Et Ben, toi, merci à comment tu toi. vas? Je vais super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans cette série d'interviews solo to CEO. C'est Avec grand plaisir. Merci à toi. On va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler notamment de ton passage de solopreneur à CEO à chef d'entreprise, mais aussi on va Mhm. parler un petit peu quelque part des coulisses de ton business, si tu veux bien. Est-ce que Avec tu es plaisir. partante? Ouais, c'est parti, on y va. Génial. Donc, pour commencer, je te propose de commencer par te présenter, par nous dire qui tu es et ce que tu fais. Oui, avec plaisir à nouveau. Alors, bon, du coup, pour faire très simple, si on devait résumer aujourd'hui, moi, je suis coach et mentor et plutôt en ligne, même si je ne suis pas fermée au présentiel. Mais c'est vrai que l'essentiel de mon activité est en ligne. Je suis plutôt, j'aime bien me qualifier de coach de vie dans son ensemble, donc vie personnelle et vie professionnelle. J'ai une majorité de mes clients qui viennent me voir pour de l'accompagnement professionnel, hein, pour les aider à développer leur activité en ligne là aussi. Ces clients-là sont souvent des coachs ou des thérapeutes. Moi, j'aime bien travailler avec les entrepreneurs au féminin, donc les entrepreneuses du bien-être, hein, tous les métiers du bien-être, parce que dans mon parcours, enfin, après m'être convertie, parce qu'avant j'étais plutôt dans une voie plus traditionnelle de commerce, et ensuite, on va dire quand j'ai eu une petite crise de sens, j'ai été vers les métiers donc de professeur de yoga et de naturopathie. Donc j'étais naturopathe, j'avais mon cabinet en présentiel, mon studio de yoga, j'ai fait tout ça pendant quelques années, et ensuite j'ai basculé mes activités en ligne, j'ai ajouté le coaching. Et en fait, j'aime tellement cet univers j'aime d'ailleurs bien dire mieux-être. En général, ça part de cette volonté d'aller mieux que bien. Et du coup, je veux soutenir en fait ces entrepreneurs du mieux-être à développer leur activité pour pouvoir finalement toucher de plus en plus de monde, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, on a tous besoin d'un petit coup de pouce, soit ponctuel, soit régulier, pour nos émotions, pour notre mindset, pour notre corps, notre alimentation, peu importe. Et que si tout le monde faisait ça, le monde irait tellement mieux. Mais pour cela, il faut que les gens se fassent connaître, il faut que les gens n'aient plus peur de vendre, il faut que les gens aient des offres canons, il faut que les gens soient à l'aise avec le marketing, avec un petit peu d'exposition, la communication, etc. Et donc voilà, j'aime bien aider mes clientes dans ces sujets-là. Mais tu t'en doutes certainement toi-même puisque tu es entrepreneuse. Il n'y a pas de business, on va dire, fluide, plaisant et qui marche bien sans une vie personnelle déjà qui est aussi voilà, plutôt euh, épanouissante, on va dire, ou en tout cas, on sent vite la résonance de l'un sur l'autre. Donc, c'est vrai que je suis aussi, par la force des choses, coach de vie personnelle, puisque souvent, avec mes clientes, on travaille les deux. Et quand ça va pas d'un point de vue relationnel, quand ça va pas dans leur vie perso, quand ça va pas tout simplement dans si elles ont de l'anxiété, des peurs, peu importe, ou même des questions plus existentielles, du coup, je suis là parce que ça a un impact sur leur business. Donc, j'interviens un peu à tout niveau dans leur vie, mais toujours dans ce but finalement de plus moi, à mon petit niveau, être toute seule avec le côté prof de yoga et naturopathie à vouloir apaiser les gens et amener le plus de paix possible, mais plutôt, voilà, aider plus de monde à le faire. Comme ça, voilà, tout ensemble, il y a plus de chances d'avoir un impact que moi dans mon petit coin. C'était un peu mon idée en fait. Voilà. Superbe, très belle mission de vie. Merci. Génial. Et, je sais que parmi les outils que tu utilises toujours d'ailleurs le HD, peut-être? Oui. Ouais, c'est Oui, ça, oui, oui, pour tout à accompagner. fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'ai une approche. En fait, je ne souhaite pas être, Holistique. euh, ouais, enfin, en fait, j'aime pas être catégorisée d'experte sur un sujet parce que déjà, je pense qu'on est expert Ouais, probablement jamais. C'est toujours un chemin de vie et comme souvent les plus sages le disent, plus ils en apprennent sur un sujet et plus ils se rendent compte qu'ils n'en savent rien. Et donc, du coup, j'aime plutôt cette idée de, effectivement, je me suis formée à maintes reprises sur le HD et j'aime ajouter cet outil dans mes accompagnements. Pourquoi? Parce qu'en fait, le human design permet d'individualiser
et de personnaliser un maximum l'accompagnement, de pas avoir des conseils, des questions ou des éléments bateaux et généralistes, mais plutôt voilà d'aller regarder en fait qui on a en face de nous. Et tu vois typiquement une question du type qu'est-ce que tu ressens que tu pourrais poser à un client quand tu es en coaching pour accéder un peu à la pensée ou autre. Ben, il y a des profils, il y a des personnes, qu'est-ce que tu ressens? Ça leur parle pas. C'est une question qui leur parle pas. Et moi, je le vois très bien par rapport à leur charte en Human Design. Je sais d'avance que je vais pas leur poser cette question-là parce que c'est des personnes qui vont avoir plus de mal à contacter leurs émotions, à mettre des mots sur leurs sensations corporelles, etc. Donc, voilà, ça me permet, moi, de déguiser, d'affiner mes questions, mais aussi mes pistes pour eux, voilà, pour s'aligner un peu plus dans leur vie. Et c'est vrai que le HD, c'est un fabuleux outil de connaissance de soi qui nous permet, en fait, plus on essaie de s'en rapprocher par la pratique, simplement, à expérimenter la vie, puis voilà, poser de la conscience par-ci, par-là, ça nous permet d'avoir une vie qui nous semble plus légère, plus fluide, il y a moins de points de friction à droite, à gauche, et c'est ça aussi qui est cool. Et du coup, qui peut être appliqué au business, puisque l'idée, c'est pas forcément de mettre un masque quand on fait des affaires, hein, c'est tout simplement de continuer à être soi et que les choses nous paraissent amusantes, nous paraissent fun et qu'on se sente aussi en confiance. Parce que quand on n'est pas en confiance dans quelque chose et qu'on fait juste de dupliquer une stratégie qu'on a vue par ailleurs qui marchait pour d'autres, en fait, notre auditoire va le sentir, hein, notre audience, elle va le sentir et ça va pas vibrer. Donc l'idée, c'est aussi de pas, voilà, c'est de rester nous-mêmes quand on fait les choses. C'est pour ça que j'ai régulièrement recours au HD, effectivement, dans mes accompagnements. Top. Très bel outil pour accompagner du coup tes clients de manière personnalisée. Ouais, génial. Et ce que je te propose, c'est de commencer par définir brièvement, rapidement, les termes de solopreneur et de CEO. Donc, ce que je te propose, c'est d'apporter moi-même ma propre définition et après, je te laisserai la parole par rapport à ça. Donc, pour moi, en Vas-y. fait, un solopreneur, c'est quelqu'un qui fait tout dans sa boîte. Donc, il fait tout dans le sens où c'est le brameux, tu es considéré comme le couteau suisse de ton entreprise. C'est-à-dire que tu as passé beaucoup de temps finalement à travailler plus dans ton business, peut-être 80 à 90% dans ton business, dans l'opérationnel, et peut-être 5-10% de temps dans tout ce qui est justement CEO, posture CEO, stratégie, projet de valeur ajoutée, développement. Et ça n'empêche pas un solopreneur de faire appel à des freelances, ce que j'appelle moi des freelances satellites pour des projets ponctuels, précis, de manière temporaire, et s'entourer de freelances sur des projets précis. Mais voilà, on va dire qu'un solopreneur, il va tout faire dans son business. À la différence qu'un CEO, alors le terme CEO, il est un peu galvaudé. CEO, pour moi, c'est voilà, c'est le gestionnaire, c'est le patron, c'est le chef d'entreprise. Donc, il va commencer à se détacher, si tu veux, de l'opérationnel en déléguant, justement, en déléguant certaines tâches, certaines missions, certaines responsabilités. Euh, il va plus adopter une posture, si tu veux, pour moi, à mon sens, de chef d'orchestre. Mhm, Voilà. Et, euh, et l'idée, c'est qu'il se détache de l'opérationnel pour passer plus de temps pour travailler, non pas sur son business. mhm. Voilà. Sur sa vision, sur des stratégies, comme je le disais. Et voilà, brièvement, ma définition. Quelle est ta vision par rapport à ça? Je te rejoins pas mal sur ce que tu disais. Moi, en fait, ce que j'aurais dit simplement, j'ai absolument pas la voix de la vérité, mais c'est comment. Je me suis jamais trop posé ce genre de questions, donc je vais te répondre très spontanément. Pour moi, solopreneur, tout est dit dedans. Il y a le côté seul, hein. C'est vraiment on est seul et on fait, comme tu l'as dit, trois quarts des choses tout seul. Euh, Alors, j'y reviendrai un petit peu après, mais je vais tout de suite amener la comparaison au chef d'entreprise ou au CEO. Mais comme tu l'as dit, CEO, c'est le côté plutôt chef d'orchestre, mais en fait, parce qu'il y a ce phénomène de hauteur. C'est-à-dire que tu reprends de la hauteur. Et du coup, CEO, alors, je l'oppose, enfin, je vais pas forcément dire que CEO, tu vois, spontanément, on pourrait vouloir dire, du coup, équipe, tu vois, par opposition à solopreneur. Et en fait, petit à petit que je mène cette réflexion, je me dis que effectivement, si vraiment on veut prendre la hauteur, à un moment donné, il va falloir s'entourer.
Mais pour avoir testé, et je pense qu'on y reviendra dans la discussion, pas mal de choses de ce côté-là, je pense qu'on peut s'entourer sans tout de suite viser la grosse équipe ou tout de suite un peu l'usine à gaz au niveau du fonctionnement. Mais je pense que déjà, petit à petit, tu vois, je vois des parcours d'anciens CEO qui redeviennent Oui, solopreneurs. oui, Ce qui n'empêche pas, et c'est pour ça que je l'ai amené à la petite nuance, ce qui n'empêche pas un solopreneur d'avoir appris, peut-être par son parcours ou autre, à prendre de la hauteur et à avoir quand même ce côté un petit peu plus stratégique, un peu plus vision et un petit peu plus organisation. Et comme tu disais, revoir cette proportion de à combien je bosse dans et sur mon business, tu vois. Comment dire? Il y a un peu moins ce côté enfin, en fait, ce qui peut être le mauvais côté, on va dire la petite faille, le petit piège du solopreneur, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, on- ce dans quoi on est doué, hein, souvent ce qu'on appelle notre zone de génie, bah, en fait, on y passe moins de temps et c'est ça qui développe aussi les affaires. Enfin, et du coup, parce qu'on fait d'autres choses à côté qui sont pas forcément notre valeur ajoutée, etc., qui peuvent nous prendre plus de temps, tout ça. Mais comme je te le disais, il y a des parcours en fait qui vont de l'un à l'autre et on voit des solopreneurs maintenant qui sont capables de tout ça, qui sont capables d'avoir cette vision, comme on s'est dit, qui sont capables de revoir un peu cette proportion entre dans quelle mesure je bosse dans mon business, dans quelle mesure je bosse sur mon business, et de voir à quel point en fait dans leur business model et dans leurs offres, comment ils vont fonctionner pour aller finalement faire grandir leur entreprise, d'aller au plus simple. Tu vois, d'aller vers l'essentialisme un peu dans le business pour que même en restant seul, il y ait peut-être pas autant de temps et d'énergie passée, on va dire, dans le business que sur. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. oui, C'était la petite nuance que je voulais apporter. Et bien évidemment, le CEO, comme j'ai dit, il prend de la hauteur, mais surtout pour moi, il s'entoure d'une plus ou moins grande équipe. Mais c'est surtout qu'il va s'ajouter d'autres choses, c'est-à-dire qu'il est plus le technicien, c'est-à-dire que souvent, par exemple, dans le cadre du coaching, ce que je vais le plus maîtriser, donc je vais te parler de ça, un CEO coach peut s'entourer d'autres coachs ou de co-coachs, il appellera ça comme il veut, tout à mais fait. pour plus peut-être être la seule personne à coacher et être toujours un peu sur le terrain. C'est aussi quelqu'un qui va, si vraiment on veut prendre la posture du CEO et avoir cette vision, peut être amené du coup, s'il y a équipe, à soit devenir manager ou recruter un ou des managers pour faire les choses à sa place. Parce que ce qu'on oublie souvent, et moi je l'ai expérimenté, quand on commence à recruter et qu'on veut que ce soit vraiment pérenne comme démarche, eh ben, il faut être prêt à endosser la casquette de manager ou d'avoir quelqu'un pour le faire pour nous. Parce que sinon, c'est un petit peu casse-figure, hein, on va rester classe, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, une équipe, ça se booste, on lui donne une direction, comment dire, ça s'organise, il y a des objectifs, il y a des projets, etc., etc. Et en fait, un CEO, si vraiment on est dans la pleine casquette du CEO, pour moi, il a ça en tête et comment dire, il le met également en place. Ce qui veut dire que bah, concrètement, effectivement, il ne fait probablement plus grand-chose de son métier de base, ou beaucoup moins. Et ensuite, bah, il gère plein de dossiers, mais surtout, il est là pour toujours avoir un temps d'avance, à savoir, bah, OK, dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? Et tu vois, d'avoir un peu finalement toujours ses désirs, ses rêves, et de redescendre ça après avec les équipes, avec les managers, enfin, les techniciens, on va dire, les personnes qui sont un peu plus sur le terrain, et ensuite les clients. Je sais pas si j'ai été claire, moi j'ai tendance à C'est très partir dans tous clair, les sens, très mais clair. voilà C'est un peu très clair et l'idée. complémentaire effectivement à ce que j'ai dit et effectivement voilà ce rôle aussi de mener sa barque aussi et d'apporter la vision pour qu'après derrière effectivement les équipes implémentent dans la matière via des plans d'action, des projets, etc. Donc C'est ouais, ça, c'est que top. souvent CEO, il y a aussi ce côté visionnaire quelque part. Ouais, ouais, c'est ça, Sans vision exactement. et sans un petit cran en avance, ou en tout cas voir loin devant, on reste du coup très souvent
dans le présent et dans l'opérationnel et donc dans cette version un peu plus solopreneur. Parce que du Ouais, coup, par la force des choses, on veut un peu plus aussi faire nous-mêmes. exactement. Et toi, justement, à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solopreneur à CEO? Quels ont été les éléments déclencheurs? Écoute, moi, je sais pas si je suis véritablement CEO aujourd'hui. Je sais que j'ai fait, en tout cas, il y a eu toute une réflexion. Grosso modo, ce qui s'est passé, c'est un jour, j'ai une coach, parce que je me fais moi-même régulièrement coacher, qui m'a demandé, qui m'a posé la question, voilà, demain, donc tu lances cette offre. S'il y a 100 personnes qui arrivent d'un coup, est-ce que Ouais. tout fonctionne, tout est fluide dans le business? Est-ce qu'il y a zéro couac? Comment est ton expérience client, etc., etc. Et c'est là où j'ai réalisé que, bah, en fait, non. Je créais quelque part mes propres verrous un peu énergétiques, on va dire, parce que, il était hors de question d'avoir 100 clients d'un coup. Donc, tu vois, c'est un peu l'ambivalence. On est toujours à vouloir se développer, à créer du chiffre d'affaires, mais en fait, si vraiment il était là, on le voudrait pas. En tout cas, pas comme ça, pas tout d'un coup. Et je me suis dit, bah ouais, mais c'est du coup, il y a un peu opposition, c'est-à-dire, je veux développer le chiffre d'affaires, mais j'ai rien mis en place, que ce soit en termes d'outils, de fonctionnement, d'organisation et d'équipe, pour accueillir si demain, je vais vraiment au bout de cet objectif. Et donc, c'est là où j'ai commencé à m'entourer d'un bras droit administratif, aussi qu'on appelle assistante virtuelle, et que en fait, j'ai commencé à voir un petit peu les tâches où moi, que je pouvais procrastiner, qui n'avaient pas de valeur ajoutée, et qui pouvaient être automatisées. Donc, soit elle m'a aidé à les automatiser, soit des choses où tout simplement, elle pouvait les gérer, et que moi, ça me libérait, bah, voilà, de la charge mentale, du temps, de l'énergie, des choses comme ça. Donc, ça a été vraiment ouais, voilà, pour répondre à ta question, le premier déclic, c'est, OK, je veux du monde, mais s'il y a du monde, comment fonctionnerait le business? Et voilà, la réponse a été qu'il faut commencer à recruter. Alors, moi, je fonctionne en freelance. Donc, c'est pour ça que, tu vois, c'est déjà une première, entre guillemets, limite, je trouve, au côté CEO, et que je mets des nuances à ça, c'est que moi, j'ai pas de salarié Pas de et j'avoue salarié. qu'aujourd'hui, 2024, j'en veux pas, tu vois. Tu me reprends en interview dans 5 dans 10 ans, je suis complètement ouverte au fait que ça ait changé ou pas, mais je peux juste me prononcer sur maintenant, ce serait pas aligné avec moi d'avoir des salariés. Oui. Et puis d'ailleurs, je rebondis là-dessus en disant qu'effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment les entrepreneurs du web, qui s'entourent d'équipes qui sont 100% freelance. Et c'est Tout OK. à Et fait. c'est OK. Ouais, Voilà. complètement. Et sur des contrats, des volumes d'heures qui sont pas forcément conséquents. Ça peut être un freelance avec 10 heures par mois, d'autres sur une prestation spécifique, d'autres sur un contrat de 40 heures par mois. Donc ça va vraiment dépendre finalement des profils, des compétences et effectivement, comme tu l'as dit, de ce qu'on soit délégué. Ouais, tout à fait. Tout Voilà. à fait. Et, et du coup, justement, tu as commencé à parler d'aborder le sujet de la délégation. Donc, tu as répondu déjà en grande partie, ben, quels sont les premiers aspects que tu as choisi de déléguer en priorité? Euh, donc, avec, comme tu l'as cité, une assistante virtuelle, tu t'es entouré Ouais. d'une vieille. Et à ce jour, tu as qui dans ton équipe? Tu as... Alors, il y a plein de choses qui ont bougé. En fait, j'ai commencé donc par mon assistante virtuelle. Alors là, ça a été les cadeaux clients, ça a été les qu'est-ce que je lui ai donné? Plein de choses au début, les enregistrements de coaching. Ça a été un petit peu d'animer au début les groupes privés, télécharger les vidéos de formation sur la plateforme, faire des comptes rendus, de suivre des enseignements que je pouvais faire en live, faire des comptes rendus et en faire un PDF qui ensuite était envoyé à notre graphiste. Ça pouvait être de la mise en forme. Il y a vraiment, il y a eu plein de petites choses à droite à gauche. Ce qui me fait un lien avec le fait que petit à petit, j'ai aussi pris une graphiste. Donc ça a été la deuxième personne à qui j'ai délégué, parce que en fait, moi, j'adore le graphisme, hein. J'aime tout ce qui est un peu esthétique, mais par contre, ça me prend un temps fou parce que je le vois comme un hobby. Et je pense que si vraiment c'est un hobby, bah, c'est très bien, je le fais à côté de mon business. Mais dans le cadre du business, pour moi, il faut rester neutre dans le sens où pour pas que ça prenne trop de temps et que ça devienne quelque chose de chronophage, ben, vaut mieux que je le délègue, quelqu'un qui saura faire mieux que moi et plus vite que moi.
Donc j'ai pris du coup ma première, enfin ma graphiste. Donc pareil, toujours freelance avec des, tu vois, des missions. Alors elles sont devenues plutôt régulières, tu vois. Puis il y a eu des moments où il y avait plus rien, et puis mais voilà, ça dépendait un petit peu, soit des missions ponctuelles, soit vraiment sur plusieurs trimestres des missions régulières. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? J'ai eu, alors je sais pas si ça a été tout de suite après. Oui, j'ai eu aussi une co-coach Oui. pour m'entourer, pour me libérer du temps aussi un petit peu en coaching, mais revenir en fait, c'est-à-dire que je voulais que ma co-coach fasse un premier travail de coaching avec mes clientes pour qu'ensuite, au moment, donc au quotidien, tu vois, sur l'appli Telegram à l'époque, et ensuite au moment du live que moi j'avais de façon hebdo avec les filles, ben en fait, on soit vraiment, on est vraiment, elles aient vraiment préparé et poussé leur questionnement. Au maximum avec ma co-coach pour que nous, on aille plus vite en live et plus loin et plus impactant, tu vois, tout de suite dans le dur, en fait. Donc ça, c'était un petit peu pour aussi, moi, que j'ai plus d'impact et que ça prenne moins de temps aussi. Donc, il y a eu ma co-coach. Et puis aussi, vu que l'expérience client est très importante pour moi, j'ai pris une responsable expérience client, donc Customer Care Manager, qui est toujours avec moi aujourd'hui. Donc là, Asma, elle fait, alors elle me donne, il y a deux volets, on va dire, stratégie et opérationnel. La partie stratégie, si on réfléchit régulièrement en amont, tiens, ce serait bien que cette année ou ce trimestre, on commence à mettre ça en place. Tiens, l'onboarding, on va auditer un petit peu, on va l'affiner. Ton offboarding, pareil. Est-ce que tu as pensé à faire ci, à faire ça? Donc, il y a eu comme une grosse phase un peu d'audit dans un premier temps, puis après, c'est devenu plus ponctuel une fois que les gros piliers étaient posés. Et ensuite, la partie opérationnelle, c'est que en fait, elle vient animer les groupes de coaching. À nouveau, cette fois-ci, on est juste passé sur Discord depuis, mais sur l'application Discord. Et en fait, elle est tous les jours quasiment en présence de mes clientes pour les chouchouter, s'assurer qu'elles vont bien, les rebooster si besoin. En fait, montrer une présence. Et comme ça, moi, on me sollicite vraiment pour le côté mindset ou stratégie, mais je suis pas non plus là en train de, entre guillemets, materner mes clientes. C'est pas ce que j'aime le plus, c'est pas ce que je sais faire le mieux. Donc, j'ai pris quelqu'un pour le faire parce que, par contre, je suis convaincue que ça crée vraiment un petit plus pour les clientes de, voilà, parce que quand moi je coach, je fais pas tout le temps dans la dentelle. Des fois, ça débloque de sacrés trucs et il peut y avoir des émotions qui sont libérées. Ça peut vraiment perturber un petit peu dans le business, voilà, dans nos acquis ou autres. Et du coup, c'est bien qu'il y ait quelqu'un à côté qui soit là pour remettre un peu de baume, que ce soit voilà, au cœur ou autre, et qu'on continue d'avancer comme ça et qu'il n'y ait pas que mon énergie aussi hein, dans l'entreprise, qu'il y ait différentes énergies. J'ai pris aussi une personne pour la gestion financière de mon entreprise, donc mon bras droit financier. Hmm. Donc là, c'était vraiment plus pour avoir un regard avec plus de hauteur sur mes chiffres, en plus de mon expert comptable. J'aimais bien cette idée qui est deux personnes indépendantes pour regarder et qui est en plus du conseil stratégique sur comment j'investis, mes dépenses, comment j'optimise aussi mon chiffre d'affaires, mon bénéfice, etc., mon impôt toutes ces petites choses-là. Et puis dernièrement, une avocate aussi pour commencer un petit peu à cadrer le côté juridique, pour faire face à des impayés, pour vraiment cadrer tout ce qui est contrat, conditions générales de vente, etc., etc. Et aujourd'hui, pour terminer sur le sujet délégation, aujourd'hui, du coup, mon bras droit financier, ça s'est terminé là en décembre parce que elle partait vers d'autres horizons. Et ça s'est super bien recoupé parce que moi, j'avais envie de remettre un peu le nez dans mes chiffres. Donc maintenant que qu'elle a tout construit, j'ai juste à rentrer mes petites données et ça me va très bien. Donc, du coup, je remets un petit peu la main à la pâte là-dessus. Le graphisme, j'en ai moins besoin. Je travaille toujours avec Diana, mais je fais moins appel à elle. Mélanie, donc mon bras droit administratif, elle l'a arrêté. Donc voilà, pour des raisons personnelles, elle n'est plus du coup assistante virtuelle. Donc quand moi là actuellement je suis en congé maternité, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais quand je reprendrai dans quelques mois, je serai certainement à nouveau en recherche de quelqu'un pour m'épauler là-dessus parce que je trouve que c'est assez précieux. Euh, Même si je verrais
je pense que ça te parlera peut-être à ce moment-là, mais euh, quid de l'assistante virtuelle et de l'OBM, tu vois, ça c'est des questions que je me pose. Asma est toujours là et mon avocate est toujours là. Donc voilà, grosso modo. Et la co-coach, bah, vu que moi je suis en congé maternité et qu'avant ça, j'avais commencé à ralentir un petit peu le nombre d'offres, etc. Donc j'ai plus de besoin de sa présence. Donc tu vois, aujourd'hui, vraiment de permanent, j'ai deux personnes. Alors que j'ai été, je crois, jusqu'à six ou sept. Voilà. Après, comme tu l'as dit, parce que tu es en congé maternité. Donc, quand tu vas Aussi, reprendre après ton activité, tu vas te... et aussi, je pense que j'irai pas forcément, en tout cas dans un premier temps, jusqu'à le nombre que j'ai été. Je pense qu'il Ouais. y a un moment donné, et j'aime bien le dire parce que c'est important d'être transparent, il y a un moment donné, il y a eu de l'ego. C'est-à-dire qu'il y a eu, je prends quelqu'un en plus parce que, vous voyez, genre, ça se développe. Le chiffre d'affaires, il Mm. se développe. Ça y est, je commence à peser, tu vois, dans le game, etc., etc. Alors qu'en vérité, si je me sortais les doigts, hein, comme on dit, ou que je faisais beaucoup plus simple dans mon activité, j'en avais pas besoin. Et si tu veux, pour moi, c'était OK, parce que ça me libérait beaucoup de temps, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que j'ai une philosophie de vie qui est voilà, je travaille pour vivre, et je ne vis pas pour travailler. Et du coup, idéalement, mon business, le plus possible, il est autour des 20 heures par semaine de travail. Le reste, c'est mes enfants, c'est mon développement personnel, c'est ma santé, c'est mon sport, etc., etc. Et donc, du coup, bah, tout ça me permettait effectivement d'avoir du temps. Mais à un moment donné, quand tu fais le total, tu te dis, bon, c'est aussi pas mal qui pourrait être dans mon salaire à la place et quelques centaines d'euros, c'est OK. Quand ça commence à être quelques milliers d'euros et que finalement tu te dis que ça te prendrait quasiment le même temps ou autre, bah, voilà, il y a des choses que je reconsidère un petit peu et quand je reprendrai, c'est Ouais. vrai que voilà, je pense que je recréerai un équilibre là-dedans. Yes. Top, top. Et bon, là, tu es, comme tu l'as dit, en congé mat, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu gérais les projets avec ta team? Comment vous procédez? Est-ce que vous avez des outils aussi, des logiciels de prédilection pour gérer les projets? Ouais, ben, Notion, le grand classique. Notion, Notion pour les anglophones. C'est donc du coup mon bras droit administratif qui nous avait créé un espace et on fonctionnait dessus, que ce soit pour le CRM, que ce soit pour bah, les dossiers, les missions. Donc ça, c'était, on va dire, la base. Et après, on va pas se mentir, moi, j'ai un vrai côté, c'est un, c'est un petit défaut, hein. L'idée, c'est pas de te dire aux gens de faire comme moi, mais tu vois, j'apprends à prendre ce côté un peu manager, CEO, et c'est pour ça que je me considère encore pas mal comme solopreneur, mine de rien. C'est que je suis assez freestyle, c'est-à-dire j'ai une idée, une envie, je veux que ça aille vite. Donc, on fait pas mal de WhatsApp aussi. Je demande toujours quand je prends quelqu'un comment la personne veut fonctionner. C'est important pour moi qu'elle se sente bien, que ça respecte son cadre, ses limites, etc. Et à partir du moment où elles sont OK pour qu'il y ait un petit peu ce côté plus spontané sur WhatsApp, bah, on fait du Notion et du WhatsApp. Et souvent, c'est quand même majoritairement du WhatsApp, sauf si on commence à sentir que, il y a des choses, c'est important, on vient les mettre dans Notion. C'est pas, c'est quelque chose qui est, tu vois, à améliorer. On va dire, c'est pas encore calé et cadré. C'est pas quelque chose que, tu vois, j'irai pas demain faire un programme sur l'organisation, sur voilà comment manager ses équipes, tout ça, parce que moi, je suis complètement en process. Bien que, et c'est ça l'ironie du sort, avant de me reconvertir et être entrepreneur, j'étais manager. Ouais. Mais c'est une réflexion que je me faisais il y a pas longtemps. C'est toute une chose d'être manager, d'être recruté pour être manager et de faire ça à 100%, d'être payé pour ça, et de développer ton business, à la fois le côté un peu j'ai les mains dans l'opérationnel, je veux avoir une vision et en même temps il faut que je manage mon équipe. Rien à voir. Donc du coup, ben moi, vu que mon projet, j'adore ça, d'être dans l'opérationnel, donc j'adore coacher, je vais mettre la priorité là-dessus, j'adore avoir des idées, donc je vais aussi avoir ce côté visionnaire. Et par contre, euh, manager, tout ça, c'est pas mon fort. J'adore l'humain, mais pas forcément, entre guillemets, le côté gérer l'humain. Tu vois, j'aime aider l'humain, mais le gérer, je pense qu'il y a des gens qui font ça mieux que moi.
Comme les OBM, puisque tu parlais d'OBM tout à l'heure. Exactement, exactement. Yes, superbe. Et du temps où il y avait ta vieille, donc ton assistante virtuelle avec toi, est-ce que vous avez mis en place des systèmes, des process? Vous avez processé un petit peu tout ce que vous faites au quotidien pour avoir une Hum, trame? Alors, je vais te répondre très franchement, on aurait dû. C'est ce qu'elle m'avait fortement recommandé. Et puis, ça fait partie des choses que je mettais de côté. On va dire, à part l'onboarding de nos clientes et l'offboarding, il n'y a pas grand-chose d'autre tu vois, typiquement, même la signature des contrats. En fait, de lancement en lancement, on peaufinait le Oui, process, mais il a jamais été posé quelque part et du coup, écrit, ouais, formalisé. Hmm. écrit. Et tu vois, si demain je recrute quelqu'un pour la remplacer, ben malheureusement, j'ai pas de process à transmettre, donc je vais devoir refaire avec elle et tout réexpliquer, etc. Et c'est un peu effectivement les limites de mon fonctionnement, c'est certain. Ok, ça marche. Tout à l'heure, tu as parlé justement de la... Alors, je sais pas si c'était une directrice financière, mais c'est vrai que c'est important, et d'ailleurs, de faire la différence entre un expert comptable et une Mhm. directrice financière, parce que finalement, l'expert comptable, il va plus se positionner sur euh, valider bah, le passé, faire des bilans, mais pas forcément être dans la projection, dans l'avenir, dans le pilotage. Et c'est vrai que c'est important de faire appel à ces deux profils qui sont complémentaires, parce que Tout très à fait. souvent, beaucoup d'entrepreneurs confondent l'expert comptable avec justement un DAF ou un directeur financier qui, lui, va plus être sur le présent et tourner vers l'avenir. Tout à fait. Et en fait, c'est typiquement là, quand tu commences à prendre un DAF, effectivement, hein, c'était un peu ma DAF, tu commences là à reprendre cette hauteur dont je te parlais, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que on peut demander à son expert comptable, moi, après en avoir discuté, il y a des choses qu'il peut faire, tu vois, avoir ce conseil, ce côté stratégique et tout. J'y reviendrai après. Mais moi, j'aime bien cette idée qu'effectivement, on mise pas entièrement à 100% tout sur notre expert comptable parce que de toute façon, s'il y a un problème, ce sera toujours nous le responsable. Donc, plus on a de personnes pour avoir des yeux sur les finances et tout, et mieux c'est, je trouve. Euh, mais effectivement, tu vois, le DAF, il permet de faire de la gestion financière. Quand ton expert comptable, il est vraiment dans l'opérationnel, le reporting, les documents, etc. Mais ton DAF, il regarde et il se pose avec toi sur, OK, on veut aller où cette année et comment on ventile ça sur l'année. Et au niveau charge, est-ce que tu as prévu des investissements et c'est quoi ton budget en formation cette année? Et est-ce que tu as pensé à optimiser ton impôt parce que tu sais, tu pourrais faire ci ou tu pourrais faire ça et tu vois? Et, c'est ça. Ce rôle de et ça, conseil, effectivement, qu'un exactement. expert comptable n'aura pas, en tout cas, dans les missions qui lui sont confiées au départ. Mm. Voilà, dans les missions de base, et surtout si tu lui demandes pas, après tout est effectivement possible à partir du moment où tu payes, hein, c'est comme tout. C'est ça. Mais c'est vrai que tu vois pourquoi moi aussi c'est ok que finalement elle prenne un autre chemin, c'est parce que ce que je me suis rendu compte par la force des choses, c'est que moi j'avais surtout besoin qu'on me crée mes tableaux de pilotage. Et dans ma construction, dans ma vie étudiante, moi j'ai fait un DUT compta finance avant mon école de commerce. Et donc, en fait, j'adore les chiffres et je sais piloter mes chiffres. Et ça m'aide même, enfin, ça fait partie de ma réflexion, en fait. Et du coup, mine de rien, la partie stratégique, bah, je- en fait, je pense que je lui coupais un peu l'herbe sous le pied parce que je faisais déjà moi-même toutes ces réflexions et donc quelque part je la limitais à du reporting alors qu'elle avait le potentiel de bien plus. Mais j'adorais tellement ce côté, je prends de la hauteur, moi-même je regarde mes chiffres et où est-ce que je veux aller et tout ça et j'ai pas besoin de quelqu'un pour faire ça. C'est Et ça. ça me fait plaisir, tu vois, ça fait partie de mon fun donc c'est pour ça aussi que voilà, je voulais le Du reprendre. coup, c'est toi-même qui t'es mis en place tes propres tableaux de suivi, tableaux de score, KPI, ou c'est la Alors non, DAF du qui t'a coup, aidé, elle m'a laissé les tableaux qu'on avait. Donc ça, c'est cool. Et moi, j'ai juste ouais, à continuer la poursuite des à les choses. mettre à Mais jour. ouais, c'est ça. Superbe, très très bien, top. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi les plus gros challenge mindset que tu as eu à surmonter ou pour aujourd'hui faire ce que tu fais au quotidien? Ouais, bien sûr, ça c'est intéressant. La peur de manquer. La peur de manquer, forcément.
tu quittes une activité, tu sais pas ce que tu vas retrouver, hein, la fameuse expression. Moi, j'ai fait le choix de tout de suite investir parce que j'estime qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, comme on dit là aussi. Et donc, du coup, moi, le business en ligne, c'était tout nouveau pour moi parce que moi, j'avais été dans mes formations et dans mes expériences professionnelles plutôt orientées sur le présentiel. Donc, soit les sièges sociaux, soit les magasins, vraiment la distribution physique. Et le en ligne, c'était déjà pas mon truc à la base. Je suis pas quelqu'un d'hyper connecté. Et ensuite, j'y connaissais rien. Donc je me suis très vite entourée de mentors, de coachs. J'ai acheté des programmes, etc. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que investir quand toi-même ton business il fonctionne pas encore au tout début, ça c'est tu vois, c'est les premières peurs, c'est de manquer. Qu'est-ce qui se passe? On a tous des projets à titre perso, hein. Des Ouais. factures à payer, peut-être des enfants, enfin voilà, des responsabilités. Donc ça, c'est pas mal venu me chercher. C'est plus le cas, on va dire factuellement, mais c'est des choses qui peuvent être ancrées, tu vois, selon le parcours de chacun. Et donc, la peur, elle peut revenir de temps en temps, tu vois, un chiffre d'affaires qui est pas au rendez-vous ou un lancement qui se passe pas comme prévu. Voilà, on vit tous, hein, l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Donc, il y a rien qui est linéaire et au niveau des émotions, ça part dans tous les sens. Donc, ça peut revenir même quand ça fonctionne. D'autres choses, mindset. Oui, alors moi, je suis très attachée à ma paix intérieure. En HD, je suis Ouais. manifesteur, effectivement, pour ceux qui connaîtront. Et donc, j'ai tendance à faire mon truc dans mon coin. Tu vois, par exemple, on parlait de délégation. J'ai peut-être mis 1 an et demi avant de déléguer parce que pour moi, déléguer une équipe, ça allait me déranger. Tu vois, ça allait, T'avais une je devais, appréhension. voilà, rendre des comptes, devoir toujours informer, communiquer, alors que je veux faire mon truc vite et bien, tu vois. Voilà, il y a ce truc en fait, et puis même mes clientes dans mes formats d'offres, comment en fait me sentir en paix tout en étant très disponible ou plus ou moins disponible selon les offres avec mes clientes. Comment trouver l'équilibre entre les réseaux où c'est l'instantané et puis moi, ce besoin profond d'être dans le présent, dans la déconnexion avec les miens, tu vois. Il y a eu ce genre de choses. Euh, Quoi d'autre, quoi d'autre? Le cadre, donc le fait de pas vouloir sauver les gens, de pas, d'arrêter de plaire à tout va et de savoir dire non. Tu vois, c'est quelque chose qui est venu enfin, que j'ai pas mal travaillé hein, au niveau du mindset, d'accepter d'être rejeté, d'être probablement critiqué, jugé, mais de me respecter moi et d'avoir des cadres et de vraiment rester dans mon cadre et vraiment communiquer le mieux possible pour que ce soit des prospects ou des clients n'aillent pas dans mon cadre. Donc ça, ouais, ça fait pas mal grandir le cadre, surtout quand tu es dans l'accompagnement de l'humain, parce que tu es dans le service, moi je m'attache beaucoup à mes clientes, vraiment, et la frontière, elle est très mince entre les discussions profondes que tu peux avoir en coaching, où limite même toi tu résonnes avec l'histoire sans le dire, hein, mais tu sais au fond de toi que tu résonnes, et puis la bascule de bah ouais, mais bon là il est 19h, maintenant je suis avec ma famille, donc je réponds plus, et alors que voilà, tu as peut-être vu le message ou quoi, mais il y a des choses qui peuvent venir nous chercher un petit peu, et voilà, je vais résumer à ça. Superbe. Merci beaucoup pour ce partage. On arrive presque à la fin de cette interview, donc je vais terminer avec deux questions pour toi. Mhm. Est-ce que, si tu veux bien, nous partager bah, quels sont tes désirs, tes objectifs pour cette année et également nous partager bah, quels sont les challenges, les problématiques éventuelles que tu souhaites relever dans la gestion de ton entreprise. Ok, alors j'ai une mémoire de poisson, hein, surtout en ce moment avec le congé mat. Donc, je vais déjà répondre à la première question. Les objectifs, écoute, ça va peut-être surprendre parce c'est vrai qu'on a beaucoup parlé business, délégation et autres. Mais étant donné que je suis en congé maternité jusque probablement septembre 2024, moi, mon objectif, il est très personnel et il est de profiter à fond de mon dernier bébé. Mais je fais quand même un lien avec le business, sans me laisser trop attraper par mes envies de faire du business, parce que c'est un métier passion. J'aime
autant, je suis autant passionnée par le métier de coach et mentor que par l'entrepreneuriat lui-même et le fait de développer mon activité. Et je cherche encore un petit peu cet équilibre, c'est-à-dire c'est difficile pour moi, et ce sera peut-être aussi le challenge, tu vois, mais j'y reviendrai après à la question d'après, mais trouver l'équilibre entre je suis pleinement avec mon bébé, j'en profite, je crée mes souvenirs, mes photos mentales, et je suis pleinement là pour lui, et voilà. Et en même temps, bah ouais, il fait une sieste de 3 heures et j'ai terminé mon roman et je tourne en rond et je sais pas quoi faire et ça peut tellement être facile là d'aller lancer une petite offre et d'aller juste, tu vois, dire que j'ai 2 places dispo en coaching ou quoi. C'est tentant. Et en même temps, souvent, je vois que derrière, ça a quand même des conséquences sur le reste. Et donc, je dirais que je cherche encore l'harmonie là-dessus. Mais si je devais tendre vers ce désir, c'est d'être à fond dans ce congé maternité, de prendre tout ce que j'ai à prendre de ce petit binôme entre nous jusque septembre, et ensuite de revenir pleinement en 2024 et là voilà d'envoyer le paquet à ce moment-là. Mais ouais, c'est plus perso parce que tu vois, ça fait maintenant 4 mois que je suis en congé mat, mais c'est encore là à me chercher. Vraiment, j'ai jamais été 4 mois entre guillemets sans rien faire dans l'activité. Et du coup, c'est pas évident de vraiment couper, ce que je souhaite pas forcément faire. Mais là, je suis encore un petit peu dans un entre-deux et voilà, j'aimerais être un peu plus à fond dans mon congé mat. La deuxième question, c'était le challenge, c'est ça, les deux Ouais, challenges? quels sont tes challenges? Je pense que ça va être, en toute transparence, le fait de revenir après autant de temps d'absence concrètement. Enfin, je suis là, je suis quand même présente sur les réseaux et de temps en temps, voilà, il y a une petite place en one-on-one ou autre qui se libère, mais je fais pas de gros lancements, j'ai pas créé de nouvelles offres, j'ai pas, je communique de façon très irrégulière en ce moment. Et je pense que le plus gros challenge, ça va être de revenir un petit peu comme une fleur et de reprendre le business là où il était, ou en tout cas de redémarrer quelque chose. Est-ce que c'est de là où il était ou une page blanche, j'en sais rien. Est-ce que aussi quelque chose, hein, on va pas se mentir, quand on a été en congé maternité, qu'on soit salarié ou entrepreneur, nos envies, elles évoluent. Il y a plein de choses qui bougent. Est-ce que en septembre, je voudrais faire les mêmes choses ou les choses de la même façon? J'en sais rien. Donc, je pense qu'il y aura le challenge de la clarté, de où est-ce que je veux aller d'ici la fin de 2024 et surtout, je pense, 2025. Ce sera beaucoup plus intéressant pour moi de me poser sur 2025. Comment j'y vais? Tu vois, on parlait du solopreneur et du CEO. Là aussi, est-ce que, tu vois, là, j'ai tendance à être plus solopreneur. Est-ce que je repars vers du CEO? Est-ce que je stabilise vraiment le truc ou est-ce que j'affirme vouloir être solopreneur et aller au fond du truc, tu vois. Moi, je suis toujours dans ces entre-deux et des fois, c'est pas drôle d'être assis entre deux chaises, comme on dit. Donc, ouais, revenir avec de la clarté, revenir aussi bah, fort parce que mine de rien, il y a une activité qui tourne, hein. Moi, je suis pas en micro, je suis en société, donc il y a des frais qui sont là qui sont quand même conséquents chaque mois. Et donc, il y a aussi des enjeux financiers que j'ai pas là, mais qui arriveront par la force des choses dans les prochains mois. Et donc, voilà, revenir et puis continuer de servir aussi dans le plaisir le mieux possible mes clientes avec ce qui m'animera à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'avoue que c'est difficile pour moi parce que j'aime beaucoup le business. Et en même temps, je suis à fond dans ma vie perso, donc j'ai plein d'enjeux personnels. Et des fois, j'ai juste aussi envie de plus faire du coaching de vie que du coaching business comme je faisais jusqu'à présent. Donc voilà, tout ça, c'est, je dirais, clarté, tu vois, clarté et puis bah reprise à tout niveau, quoi. Ouais, superbe. Ben, merci pour tout. Merci pour nous avoir partagé toutes ces clés, toutes ces pépites. Et si les personnes veulent venir te parler, te contacter, le mieux c'est quoi? C'est sur Instagram? Oui, le mieux c'est sur Insta, j'y suis quand même quasi tous les jours, donc en MP. Peut-être tu mettras le lien, mais Oui, c'est le compte IAM Co, Ayamenko. i.am.and.co. Voilà. Superbe. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Aude, hein, Avec pour ton plaisir, temps et Julia. pour ce partage. Et merci pour tout et à très vite.
Merci à toi, prends soin de toi, je te souhaite une belle fin de journée. Bye Bye bye. bye.